Cette vidéo, dédiée au fil rouge théorique, c'est-à-dire à la cohérence des orientations et à la continuité des interventions, s'inscrit dans la lignée de la précédente, qui se penchait quant à elle sur le fil rouge subjectif, à savoir la permanence d'un lien de confiance entre jeunes et professionnels. Les référents théoriques relatifs à la notion de fil rouge, qui servent de base à notre lecture des projets Java, ne seront pas réexplicités ici, parce que ce sont les mêmes que ceux mobilisés dans la vidéo précédente et décrits en introduction de cette dernière. Si elle peut reposer sur un lien de confiance préservé sur le long terme avec le ou la jeune, la fonction de fil rouge peut alors aussi viser la cohérence des orientations et la continuité des interventions dans la prise en charge. Ce qui, soit dit en passant, favorisera en retour la préservation du lien de confiance qui en constitue les fondations. L'enjeu de cette deuxième dimension du fil rouge est en effet d'éviter la répétition d'une situation de ballottage et la multiplication des ruptures, hautement insécurisantes, qui inscrivent de plus en plus profondément chez le ou la jeune une défiance vis-à-vis du système. Compris dans cette deuxième dimension, le maintien du fil conducteur implique au premier chef d'entretenir de façon continue le réseau entourant chaque jeune. Il s'agit donc d'assurer la transition entre les personnes et les services présents dans la situation avant les 18 ans et celles et ceux qui pourront prendre le relais, activables par le ou la jeune en fonction des nécessités rencontrées pour mener à bien sa vie de jeune adulte. En créant l'outil Trajectoire, la Pommerée de Folletombe a identifié 5 sphères du secteur adulte avec lesquelles construire des ponts depuis l'aide à la jeunesse. Le passeport, il est divisé en 5 sphères, et dans chaque sphère, on a en effet mis en évidence des partenaires. Par exemple, la première sphère, qui est au niveau plutôt administratif, par exemple le service droit des jeunes, donc le SDJ, qui est représenté dans quand même différentes provinces en Belgique, est vraiment un des partenaires incontournables qu'on va voir avec tous les jeunes, parce que c'est un service qui a aussi un service juridique, service droit des jeunes sur place, et donc ça permet à tout jeune qui a par la suite de notre accompagnement des difficultés au niveau de leur bail, au niveau de contact avec un propriétaire ou autre, d'aller sur place, de poser des questions sur le juridique. Ou par exemple, le service droit des jeunes, ça c'est un incontournable de nos partenaires. Dans la deuxième sphère qui est plutôt le bien-être, là on a par exemple les plannings familiaux, on a les services de santé mentale, les maisons médicales. Voilà, donc ça de nouveau, il y en a un peu dans différentes provinces et on fait en sorte que chaque jeune ait l'occasion d'aller au contact d'un planning familial, d'un service santé mentale, qu'il ait une maison médicale pour avoir au moins un accompagnement plus médecin traitant, etc. Donc voilà, ça c'est des types en tout cas de partenaires un peu incontournables. Il y en a dans différents secteurs, il y a dans le secteur plutôt de la formation, ben on a la Cité des métiers, on a le CIEP, on a différents endroits comme ça. Et de nouveau, ça c'est vraiment des endroits où on va systématiquement aller avec le jeune. Dans des secteurs aussi encore autres, type par exemple Resto du Cœur, Main Tendue. Voilà, même si le jeune n'en a pas besoin dans l'ICI maintenant, ce sont des partenaires en tout cas qu'on va rencontrer et à qui on va présenter les jeunes pour que le jeune se dise un jour s'il est vraiment dans une situation compliquée au niveau de l'alimentation, de se dire ok, ben là je sais que je pourrais trouver une aide via un colis ou via un repas au besoin. Donc c'est très large en fait, hein, les partenaires. Donc c'est aussi bien dans le secteur de la santé mentale que dans les services de première ligne, que voilà la formation. Ça peut être aussi l'idée de bouger, de voyager. Donc on a des collaborations avec des solidarités, avec même en interne, on a un projet aussi pour des jeunes majeurs qui voudraient partir au Bénin, sachant que nous on a déjà une équipe éducative sur place pour le projet des jeunes mineurs. Enfin voilà, ça va dans différents domaines. Or, la nouveauté des services avec lesquels entrer en contact et la multiplicité des institutions avec lesquelles il faut désormais composer en tant que jeune adulte a de quoi désorienter. Comme l'explique Caroline Broers, animatrice des ateliers apprentis majeurs, veiller à la bonne tenue du fil rouge revient, une fois les ponts mis sur pied, à guider le ou la jeune à la découverte d'un vaste territoire encore inconnu. Ici, l'autonomie, ou en tout cas la donnée, enfin la vision qu'on a voulu en donner pour ce projet-ci, c'est vraiment permettre aux jeunes d'avoir connaissance de tout ce qu'il a autour de lui, des différents services et d'avoir surtout accès à l'information et savoir vers quel service ou vers quelle personne se diriger quand il a une question, quand il a un besoin et pouvoir un peu structurer dans sa tête comment il doit le faire et avec qui en fait. Du côté de la Pommerée, la méthodologie Trajectoire et l'outil qui la matérialise sous la forme d'un passeport ont été conçus en ce sens, pour servir de fil d'Ariane dans le labyrinthe institutionnel des services d'aide et de soins. Structurés en 5 sphères, que sont la sphère administrative, la sphère soins de soi, la sphère exploration, la sphère découverte et la sphère envol, l'outil Trajectoire constitue en quelque sorte une feuille de route, à laquelle professionnels et jeunes peuvent à tout moment se référer afin de ne pas s'égarer. Sans imposer un itinéraire,
Elle balise les grandes étapes à franchir, cartographie les différents secteurs et localise les services et personnes ressources auxquelles rendre visite sur le trajet. Et parce que la vie n'est pas linéaire, parce qu'avoir traversé une sphère ne signifie pas qu'il ne sera pas nécessaire d'y revenir plus tard, le passeport trajectoire, avec son mini-format emportable partout, est composé d'un référentiel au sein duquel apposer des notes et des coordonnées, comme autant de petits cailloux qu'on garde dans la poche pour pouvoir les déposer derrière soi en chemin, au cas où il faudrait repasser par là. Dans l'idée aussi que on n'a pas de baguette magique et que surtout on travaille avec tout ce que les jeunes et leurs familiers nous amènent. Et donc on va être amené avec cette grosse pelote de laine qui est remplie de nœuds, de pouvoir essayer, tenter un maximum de la dérouler à leur rythme. Et donc vraiment ce petit passeport trajectoire permet de mettre toutes les différentes références, toutes les différentes personnes de contact des autres structures dans l'outil pour qu'ils puissent aller le consulter et à l'instant T s'il en a besoin ou plus tard également s'il en a besoin. Donc c'est vraiment, ça fait office et de fil rouge à travers l'accompagnement, mais aussi de référentiel concret où il va pouvoir aller récupérer des personnes de contact, des numéros de téléphone, des adresses et on va s'appuyer sur l'outil pédagogique qui est trajectoire et donc le passeport pour avoir ce fil rouge dans l'accompagnement. On pourrait tout à fait imaginer que ce passeport trajectoire puisse constituer un canevas réplicable dans le cadre de tout plan d'accompagnement individualisé. Il permet de jalonner et de garder la trace des étapes clés d'un itinéraire toujours personnalisable vers l'autonomie. Cela étant, pour que les transitions soient fluides et harmonisées entre les différentes sphères à explorer, encore faut-il que l'intervenant ou l'institution d'accroche, en tant que guide cheminant aux côtés du ou de la jeune, puisse compter sur un réseau intersectoriel qui fonctionne selon des collaborations efficaces et coordonnées. Pour autant, il existe diverses façons d'organiser cette fonction de fil rouge entre des interventions de secteurs différents, et chaque modèle réticulaire situe le centre de gravité du fil dans des lieux différents. Premier facteur de différenciation, ce travail de réseau multisectoriel prend tantôt la forme de collaboration et de partenariats formalisés, tantôt repose sur l'institution d'habitudes de travail solidaires, sans pour autant que cela ne soit acté par une quelconque convention. Le dispositif 1725 est construit comme un vaste réseau formalisé de plus d'une vingtaine de partenaires de secteurs divers. Les partenaires peuvent s'y investir de différentes façons, soit en participant à la plénière, soit en rejoignant le groupe ressources, soit en se proposant comme intervenant de transition. Cette architecture à plusieurs niveaux, distincts mais interreliés, s'est assortie du besoin de fixer nommément les rôles et les implications de chaque partenaire dans le dispositif, et ce, au moyen d'un système de conventions de collaboration écrites et individualisées. Chaque nouveau partenaire qui souhaite s'appliquer dans le dispositif peut le faire à différentes façons, puisque au sein du projet, 4 rôles peuvent être endossés. Le premier, c'est la participation au comité de pilotage. Le deuxième, c'est le rôle du coordinateur. Le troisième, le rôle de l'intervenant de transition. Et le dernier, c'est le rôle de groupe ressources. Et donc, en fait, chaque nouveau partenaire peut choisir librement une ou plusieurs fonctions qu'il souhaite exercer. Et au moment de signer la convention, ce choix est reporté dans un tableau. À savoir qu'à ce tableau est également rattachée toute une description détaillée des engagements spécifiques liés à l'exercice de chaque fonction. Et donc, lorsque le partenaire signe la convention, il acte son application dans le dispositif 1725. Il s'engage non seulement à exercer son rôle de façon optimale, mais aussi à remplir les engagements spécifiques qui y sont liés. Et la petite particularité, c'est qu'à chaque nouvelle collaboration, le document de convention recircule chez l'ensemble des partenaires. Chacun y dépose sa signature pour que chaque partenaire puisse avoir la dernière version actualisée de la convention signée par tous les membres du dispositif. L'intérêt de ces conventions est de consolider les fondations du réseau en constituant un socle commun à une forme stabilisée de partenariat interinstitutionnel. Il est à tout moment possible de s'appuyer sur celui-ci pour garantir l'engagement des uns envers les autres, réciproquement sécurisant et transcendant le particularisme des situations. L'idée est que les professionnels inscrits au sein du groupe ressources sont considérés a priori toujours disponibles pour travailler autour du plan d'accompagnement individualisé à créer pour chaque demande adressée au dispositif. En vertu de ces conventions, le PAI échafaudé avec le groupe ressources pourra alors articuler les actions à maintenir des professionnels déjà présents dans la situation et les interventions des professionnels intégrés au groupe ressources lui-même, théoriquement disponibles et activés dans le cadre de ce PAI. Du reste, grâce à ce système de convention, un large panel d'options sont envisageables, grâce à la mobilisation toujours possible d'autres membres du groupe ressources, parfois sollicités à titre anticipatif pour parer aux éventualités et donc virtuellement inscrits dans le PAI au cas où. En ce qui concerne la Pommerée, la stratégie diffère et d'autres avantages ont été trouvés dans le fait de privilégier des relations moins formalisées avec les services partenaires.
Ces collaborations entendent tout autant reposer sur une logique de solidarité du type gagnant-gagnant, mais cette fois-ci seulement redevable du principe de confiance réciproque entre l'équipe de la Pommeraye et les personnes de contact identifiées au sein de chaque service du réseau. Et donc, on a identifié vraiment des personnes et on a pu, du coup, créer une forme de partenariat avec eux et de collaboration qui n'est pas écrite. Donc, c'est une collaboration qui est vraiment plus basée sur la confiance. On voulait pas figer les choses, en fait. C'est vrai qu'au départ, on nous a un peu questionné sur est-ce que vous ne feriez quand même pas quelque chose d'écrit, mais voilà, on veut que ça reste sur un peu un principe de réciprocité. Et donc, voilà, nous on s'engage en tout cas à venir avec des jeunes, mais en étant aussi dans une ouverture. Je veux dire, on n'est pas juste chercher puis on s'en va. On essaie vraiment qu'il y ait une forme de connexion qui se crée. C'est un peu un passage de relais en fait, un passage de flambeau entre le jeune et le nouvel intervenant que le jeune est amené à rencontrer. Mais donc voilà, c'est un peu l'idée qu'il y ait des conventions, mais qui soient plus orales qu'écrites au final. Et ça fonctionne bien. Entre collaboration formelle et collaboration informelle, le CEMO-ASBL de Saint-Gilles compose quant à lui en fonction des exigences propres au dispositif CAP. Parce que le dispositif repose sur le logement comme outil, il a été nécessaire d'établir des collaborations officielles avec des agences immobilières sociales et des CPAS, de manière à assurer l'accès à un code pour chaque jeune intégrant le projet. Du reste, pour les services sollicités au cas par cas, les collaborations se font de façon plus spontanée, initiées en fonction des besoins de chaque situation. Néanmoins, certaines d'entre elles se renforcent naturellement, en vertu d'une certaine récurrence, ce qui permet une bonne interconnaissance des services et qui peut in fine donner lieu à une forme de systématisation des partenariats. On est déjà en collaboration avec des AIS, parce que sinon le projet il ne tiendrait pas debout, on n'aurait pas de logement. Voilà, donc on est en collaboration avec 5 AIS. On a du coup une vingtaine de logements grâce à ces AIS. On travaille en collaboration avec les CPAS aussi, qui sont essentiels pour pouvoir que les jeunes aient des revenus. C'est vrai que c'est central au CAP. Le jeune va occuper un logement dans le cadre du dispositif. Le logement est mis à disposition par une AIS qui est en partenariat avec le CEMO. On collabore avec 5 AIS et donc l'agence immobilière sociale fait partie du réseau de chaque jeune. Alors c'est intéressant parce que ça permet aux jeunes de se confronter à un propriétaire. Alors un propriétaire qui est social, agence immobilière sociale, mais voilà, ça permet qu'ils puissent découvrir et apprendre quels sont ses droits, quels sont ses devoirs aussi. Et le CEMO, c'est très intéressant aussi parce que ça nous permet de l'accompagner par rapport à toute cette sphère-là. Alors souvent aussi le jeune, pour vivre dans le projet, pour vivre de manière autonome, a besoin d'un revenu. Et donc, alors c'est très rare, on a déjà eu des jeunes qui travaillaient, mais voilà, 99% des jeunes qu'on a connus depuis le début du dispositif sont aidés par un organisme public. Une grande partie des jeunes sont aidés par un CPS et d'autres, quand ils sont mineurs, peuvent être aidés aussi par un service de la jeunesse. Donc voilà, c'est aussi un service qui fait partie d'un réseau plus formel, mais autour de ça, il va y avoir un réseau qui va se développer. Et ça, c'est en fonction des situations et des individualités de chaque jeune et des thématiques qu'on va travailler. Alors, on est en lien avec de nombreuses institutions de manière informelle. Il y a la question de la scolarité, de la formation, il y a la question de la santé mentale, la question, par exemple, les plannings familiaux, les VRAS. Voilà, on a beaucoup de liens avec d'autres secteurs et d'autres institutions. Et en fonction de la situation du jeune, on va mettre en place un travail spécifique avec des partenaires qui, pour beaucoup, nous connaissent. Finalement, les modes de fonctionnement divergent, entre lesquels il s'agit surtout de trouver le degré de formalisation des collaborations qui correspondent le mieux à la nature du projet. Oralement ou par écrit, par le biais de conventions ou non, il semble que l'essentiel soit de pouvoir faire exister un dialogue entre les institutions partenaires. Le but est de pouvoir expliciter le positionnement de chacune dans ce qui constitue le réseau, plus ou moins formalisé. En effet, la communication entre services, à plus forte raison lorsqu'ils appartiennent à des secteurs différents, constitue souvent la pierre d'achoppement lorsqu'il s'agit d'opérationnaliser un réseautage pourtant largement souhaité. Au-delà des considérations théoriques relatives aux outils et aux moyens de travail de chaque institution, mais aussi des représentations spéculatives des possibilités des unes et des autres, le point nodal autour duquel se mettre concrètement d'accord demeure le positionnement effectif de chaque institution.
Comment chaque service accepte-t-il d'intervenir auprès des jeunes? Quelle part de la prise en charge peut être assumée par quel service et dans quelles conditions? Le type de jeunes qu'on va rencontrer dans nos situations va, d'une manière ou d'une autre, nous obliger à dépasser un petit peu nos cadres de travail respectifs. Et là, c'est à chacun de se positionner dans ce qu'il peut ou dans ce qu'il veut faire avec le jeune. Si on prend l'exemple du dispositif CAP du CEMO de Saint-Gilles, bien que toutes les collaborations scellées autour des situations ne soient pas formalisées par le biais d'une convention de partenariat, le rôle de chaque service est explicitement circonscrit à l'occasion de réunions qui rassemblent les différents acteurs impliqués dans telle ou telle situation. Enfin, si on reprend du coup un exemple, donc là on a une jeune, il y a plein de différents services qui sont autour d'elle. Il y a eu une réunion pour pouvoir un peu structurer les choses et dire voilà, il y a un tel qui fait ça, nous on fait ça, et d'essayer un petit peu, parce que là ça s'éparpille dans tous les sens, mais d'essayer un petit peu que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire dans l'accompagnement et que les missions de chacun soient respectées. Ça, c'est le plus important. En définitive, que cela soit dans le cadre de collaboration, disons, de fait ou de contrat, il semble fondamental de se connaître réellement et de trouver sur la répartition des rôles un terrain d'entente à minima qui vaille au-delà du cas par cas. C'est de cette façon qu'il est possible de travailler ensemble autour d'une diversité de situations, en sachant qu'il sera possible de compter sur les ressources des uns et des autres le cas échéant. Maintenant, ce qui est vraiment super, c'est d'être parvenu à réunir l'insertion socio-professionnelle, la VIC, l'aide à la jeunesse et les services locaux comme les PCS, les services de prévention de la ville, etc. Et donc, mais il y en a encore d'autres, hein, voilà, les CPAS aussi. Donc tout ça sont vraiment des expertises plurielles qui font que nous pouvons apporter des réponses qu'avant nous ne parvenions pas, ou bien alors nous étions fort vagues, chacun avec notre propre expertise et notre croyance de ce que les autres pouvaient apporter. Et ça, de pouvoir corriger les croyances, nos propres croyances, et de pouvoir mettre enfin des choses bien balisées en place pour le jeune, c'est quand même un gage, je pense, d'apporter un soutien optimal. Après la teneur des collaborations intersectorielles, et une fois définies ces quelques balises pour favoriser un travail de réseau efficient, observons maintenant quelques différences instructives dans la façon dont cette notion de fil rouge, au sens de cohérence des orientations et de continuité des interventions toujours, peut s'incarner d'un projet à l'autre dans des fonctions particulières, assumées par un tiers et ou par un référent. Assez classiquement, et comme c'est par exemple le cas à la Pommeraye ou dans le dispositif CAP du CEMO, c'est souvent l'institution d'accroche ou de référence qui détient en intramuros la responsabilité du fil rouge du suivi du ou de la jeune dont elle s'occupe. Ces institutions déclinent alors la fonction de référent en interne à travers la figure de l'intervenant de référence, un éducateur ou une éducatrice dans la plupart des cas pour le ou la jeune. Nous le disions en début de vidéo, tout est bien sûr lié. Il va sans dire que cet intervenant de référence pour la coordination du suivi renforce du même coup, par sa présence soutenue auprès du ou de la jeune, le lien subjectif avec l'institution d'accroche qui faisait l'objet de notre vidéo précédente. Cela étant, cette fonction de référent intra-institutionnel connaît une fois encore dans la réalité des actualisations variées et nuancées. Si on peut concevoir que le jeune ait dans certains cas la possibilité de choisir son intervenant de référence, dans le cas de tous les projets Java, il s'agit à chaque fois de personnes désignées par le service. Au sein de la Pommeraye, ou dans le cadre du dispositif CAP du CEMO de Saint-Gilles par exemple, cette disposition est prise dans un souci de respecter les quotas de jeunes suivis par un même intervenant de référence. C'est pas choisi, enfin c'est en fonction du nombre que chacun a comme situation. On explique un peu le profil du jeune, on voit un peu qui est d'accord de prendre le suivi. Il y a pas vraiment c'est pas sous forme de tournante. Après, chaque travailleur a ne peut pas dépasser 5 suivis en même temps. Donc voilà, si une des travailleuses a 5 suivis, mais du coup c'est d'office à lui, ça va à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, on constate aussi des bénéfices à dédoubler cette fonction. Le binôme d'intervenants de référence semble la formule idéale pour plusieurs raisons. Un jeune rentre dans le dispositif
CAP, il est d'abord passé par toute une partie qui s'appelle la candidature et donc qui est gérée aussi par une des 5 travailleuses du CAP. Voilà, en général, quand le jeune rentre dans le dispositif CAP, c'est cette travailleuse qui va reprendre du coup le suivi avec une autre travailleuse. Donc on est 2 dans le suivi pendant le CAP. Ce qui permet de trianguler quand il y a des choses, des enjeux, etc. Donc de ne pas être tout seul dans le suivi permet de trianguler s'il y a des soucis. Le dispositif CAP, on fixe 2 rendez-vous par semaine, un avec le premier intervenant, on va dire, et l'autre avec le deuxième intervenant. Ça permet un peu de jouer un peu des rôles. Le jeune va m'identifier comme le mauvais objet, par exemple, et l'autre personne comme le bon objet. Du coup, ça nous permet aussi de renvoyer des choses aux jeunes de manière à prendre des positions différentes dans le suivi. On peut aussi entendre que faire reposer sur 2 têtes au sein de l'institution la fonction de référence en matière d'accompagnement du ou de la jeune permet une répartition plus réaliste des tâches à remplir. Parallèlement à la fonction de référent intramuros est souvent associée la fonction de référent contexte relative au travail avec le réseau naturel du ou de la jeune, la famille et les proches. À la Pommeraye, la volonté d'agir en tenant compte du contexte familial du ou de la jeune est sous-tendue par un travail réalisé avec une 3e intervenante de référence en la personne de la psychologue. Au début, en général, avec un jeune ou sa famille, la référente psychologue est là pour un peu comprendre l'histoire, faire un paysage, une photographie de l'histoire familiale avec un génogramme et une ligne du temps. Voilà. Qui va donner aussi une couleur par rapport à la suite de l'accompagnement. Ouais. Dans les faits, ces 2 fonctions de référent intramuros et de référent contexte ont des contours plus ou moins flous. Ils sont donc susceptibles de se superposer ou de s'intervertir par moments, en vertu d'une certaine souplesse, gage d'adaptabilité. Mais à en croire Valentin Toudic et Justine Carvajal, 2 personnes, appuyées par la psychologue référente, ne sont en tout cas pas de trop pour les assumer. Pour l'accompagnement, en fait, c'est un peu pour tous les jeunes de la Pommeraye. Ils ont 2 référents éducateurs et on travaille toujours à 3 avec donc une psychologue en plus. Comme c'est des situations qui ont les jeunes ont de multiples difficultés, je pense que le fait qu'on soit 2, ça a une plus-value parce que ça permet de trianguler aussi. Il y en a un qui va plus se axer ou pas sur l'intervention avec les parents, l'autre sur le jeune, parfois les choses vont s'inverser. Parfois on est tout seul aussi, même si on est les 2 référents. Il y a le T1 et le T2, et donc on peut passer plus de temps avec un jeune tout seul en tant qu'intervenant, et puis la fois d'après, on est 2 parce que ça a du sens, mais toujours réfléchir à 2 dans les situations et pas porter tout seul l'ensemble des démarches et l'accompagnement. Sachant qu'on voit les jeunes au minimum 1 fois par semaine, donc des fois, en fonction du nombre de situations qu'on a, c'est bien d'être 2 pour se répartir le travail. Par ailleurs, l'inclusion au sein d'un réseau formalisé, à l'image du dispositif 1725 par exemple, représente une nouvelle configuration qui implique le glissement de la responsabilité de la coordination des interventions depuis l'institution de départ, porteuse de la demande, vers le dispositif qui va venir en appui pour tenter de répondre à cette demande. Le dispositif 1725 a donc prévu en son sein la fonction de tiers coordinateur des trajectoires d'aide et de soins, garant de leur cohérence. Ce n'est d'ailleurs pas la seule déclinaison de la fonction de coordination utile à ce genre de réseau structurel. Une coordination transversale au dispositif lui-même est, semble-t-il, un pilier non négligeable. En d'autres termes, un tiers médiateur des intervenants entre eux est également nécessaire, c'est-à-dire un tiers qui n'intervient pas directement sur les situations particulières, mais qui aide à dépasser les éventuels enrayages du dispositif grâce à une position neutre et à une lecture méta de celui-ci. Après avoir expérimenté et réorganisé plusieurs fois la fonction de coordination, c'est dans une co-coordination réunissant ces 2 fonctions que le dispositif 1725 a trouvé la solution la plus probante. Alors en réalité, on est dans une sorte de co-coordination mixte, puisque moi-même je joue le rôle de coordinateur au sein du dispositif, et il y a un autre partenaire, Luc Ernst, qui dépend du CPAS ici à Herve, qui lui représente plutôt le secteur adulte. Sachant combien la question de la coordination est sensible lorsqu'on circule dans l'espace transsectoriel,
parce qu'elle confronte à des enjeux de pouvoir et de territoire, mais doit pouvoir traverser les différents champs, il est déjà intéressant de noter l'astuce d'une co-coordination partagée entre un ou une professionnelle issue du secteur jeunesse et un ou une professionnelle issue du secteur adulte. Le binôme de coordinateurs se répartit ainsi les deux aspects de la coordination. Il y a ce qu'il nomme d'une part la coordination de projet et d'autre part la coordination pédagogique. À terme, avoir par exemple un coordinateur pédagogique qui s'occupe de toutes les questions qui tournent autour du suivi des jeunes et des intervenants de transition. Et à côté de ça, on aurait plus un coordinateur de projet qui réfléchirait plus avec d'autres, aux plénières, à faire évoluer le dispositif. Enfin voilà, ce dont on va mettre en place comme groupe de travail au sein du réseau. D'un côté, la coordination pédagogique correspond à la coordination des trajectoires d'aide et de soins. Il s'agit de coordonner l'opérationnalisation des plans d'accompagnement individualisés élaborés par le dispositif. À cet effet, c'est par le coordinateur que va passer toute demande de prise en charge adressée au dispositif. Il va dans un premier temps réaliser une analyse et une synthèse de cette demande pour pouvoir la transmettre au groupe ressources dont il va alors solliciter l'intelligence collective. Elle arrive inévitablement par le coordinateur qui est vraiment le pivot du dispositif, donc tout passe par lui. Lorsqu'un travailleur social le contacte et lui présente une situation, il va en faire une synthèse. Il va la renvoyer à ce que nous appelons un groupe ressources. Ensuite, une fois la demande transmise au groupe ressources, la fonction de coordination pédagogique va consister à compiler l'ensemble des pistes de travail émises par le groupe en restant attentif à ce que les choix collectifs visent l'intérêt du ou de la jeune. Le groupe ressources, c'est l'ensemble des partenaires du dispositif qui vont être sollicités à un moment donné sur base d'une demande qui sera adressée au coordinateur du dispositif pour pouvoir réfléchir à la problématique et faire des propositions d'action, faire part d'analyses, de retours d'expérience qui vont être compilés par le coordinateur pour pouvoir, à un moment donné, donner une réponse à l'intervenant de première ligne qui solliciterait le dispositif. Enfin, à partir de la mutualisation des différentes pistes et ressources mises à disposition par le groupe, la coordination pédagogique aura pour mission d'établir un plan d'accompagnement individualisé qui les combine de manière cohérente, d'impulser la mise en application de ce PAI, et enfin de faire exister une mémoire des interventions, de manière à rendre possible les réajustements nécessaires en cours de route, grâce à la consultation du groupe ressources et de l'intervenant de transition, à l'interface desquels se trouve la coordination, et ce, que la fonction d'intervenant de transition soit assumée par un ou une intervenante de première ligne externe au dispositif, ou par un ou une partenaire du dispositif. Si l'intervenant de première ligne peut poursuivre ses missions en s'appuyant sur le PAI qui aura été réfléchi avec le dispositif, il peut continuer alors à accompagner le jeune qui l'a sollicité initialement, tout en restant en lien avec le dispositif par le biais du coordinateur, qui va jouer un rôle d'accompagnement et de supervision. Et qui pourra à l'occasion éventuellement réinterpeller le groupe ressources pour pouvoir aller rechercher des nouveaux éléments d'analyse, puisque la situation a peut-être évolué entre-temps. Si l'intervenant de première ligne n'a pas la possibilité de mettre en action ce plan d'accompagnement individualisé qui sera réalisé, alors le dispositif peut mobiliser ce que nous on a appelé un intervenant de transition. Et là, de nouveau, le coordinateur, il a un rôle stratégique de pouvoir articuler les choses au niveau de cet accompagnement. Donc il va jouer de nouveau un rôle de supervision et de soutien au niveau de l'intervenant de transition. Il y aura également à intervalles réguliers des moments d'évaluation avec l'intervenant de transition et le jeune, pour justement se questionner sur la mise en application du PAI, pouvoir analyser s'il y a des éléments problématiques qui restent présents ou qui apparaissent, et pouvoir éventuellement envisager des ajustements, simplement par cette réflexion avec le jeune et l'intervenant de transition, mais aussi éventuellement, si c'est nécessaire, en allant chercher de nouveau de la ressource au niveau du groupe ressources, en les sollicitant pour avoir des nouvelles indications ou des nouvelles orientations de travail. De l'autre côté de la co-coordination, la coordination de projet équivaut au rôle de tiers médiateur des intervenants entre eux, en dehors de toute situation particulière. Dans le cas du dispositif 1725, elle consiste en quelque sorte à conduire la locomotive d'un train à plus de 20 wagons,
entre lesquels il lui revient aussi d'entretenir les connexions. Le coordinateur, il a un rôle assez stratégique dans le dispositif puisque concrètement, il va réussir à articuler les choses entre les différents niveaux du projet. Dans cette optique, la coordination transversale du dispositif implique concrètement l'organisation et l'animation régulière de réunions en plénière avec l'ensemble des partenaires et de groupes de travail thématiques. Et pour cause, le seul fait de se rencontrer autour de situations n'est pas toujours suffisant à la préservation d'un réseau solide qui avance dans le même sens. Ces organes de réflexion et d'intelligence collective sont utiles pour donner au réseau les moyens d'une certaine réflexivité, qui permettent de maintenir le cap et qui contribuent au dynamisme et à l'unité du dispositif. La plénière va vraiment réfléchir à un niveau méta. Donc on va pouvoir se questionner sur les différents besoins qu'il peut y avoir au niveau du territoire, les réponses qu'on peut apporter, mais va réfléchir également sur comment accompagner et structurer l'élaboration de ce projet. Au bout du compte, il semble unanimement admis que la coordination d'un réseau intersectoriel structuré doit pouvoir se décliner à différents niveaux. Si toute la difficulté est de déterminer lesquels, selon quelle modalité et dans quel but, à en croire l'expérience de Luc Ernst, les deux versants que nous venons de décrire constituent les indispensables de la fonction. L'importance de la coordination dans le dispositif est primordial parce que c'est cette personne-là qui va être vraiment le moteur. Il faut que tout le dynamisme du dispositif repose un petit peu sur ces personnes-là. Tant autour du suivi des jeunes et des intervenants de transition, de voir comment les situations se passent et de pouvoir réactiver les choses s'il faut, revenir vers le réseau. Voilà, quelqu'un qui a vraiment à la fois un regard méta sur la situation, mais qui peut mobiliser les intervenants de transition dans les situations. Donc ça, c'est vraiment une part qu'on a probablement sous-estimée jusque maintenant. Il faut qu'on soit derrière, il faut qu'il y ait ce dynamisme-là derrière la prise en charge. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait un dynamisme tout aussi important dans le fait de mobiliser tous les partenaires dans le réseau et que tout le monde soit actif, partie prenante de projet. S'il fallait transmettre un dernier point d'attention au sujet de la coordination d'un tel dispositif, l'expérience amène à conclure que, outre évidemment les compétences professionnelles, l'un des facteurs facilitant l'installation de sa légitimité aux yeux des usagers et des usagères, mais aussi des intervenants et des intervenantes, c'est sa disponibilité. Et par voie de conséquence, son accessibilité et sa réactivité. On a constaté que si on mettait trop de temps avant de répondre à la difficulté au travailleur social, mais donc indirectement au jeune, ce jeune va rester à la dérive ou il va partir à la dérive. Parce que c'est trop loin, il croit qu'il est paumé, qu'il n'aura pas de soutien, etc. Donc il fallait absolument être dans une réaction rapide, et donc on travaille par mail, et c'est le coordinateur qui fait la synthèse des propositions. Donc il faut que ça aille très vite. Il ne s'agit pas d'appeler de nos voeux un dispositif qui agirait dans une sorte d'urgence perpétuelle en voulant trouver au plus vite des solutions à tout et à tout prix. Il s'agit plutôt, dans le cadre des situations complexes, d'insister sur l'importance d'une certaine disponibilité et d'une capacité à augmenter celle-ci dans les moments de crise, parce que ce sont précisément ceux-là qui mettent en péril le fameux fil rouge.